Nous partons en terre d'aventure. Claire, que nous accueillons pour la deuxième fois ici même, dans le cadre des conférences des Amis de l'Université. Donc, elle avait déjà donné une conférence en octobre 2022, c'est-à-dire loin derrière déjà. Et c'est en quelque sorte une suite logique des autres aventures qu'elle a pu vivre ces temps derniers. Alors, pour la présenter tout de même, parce que vous savez qu'elle est médecin urgentiste, mais les passages de pays dans lesquels elle est allée sont assez édifiants. Alors, je l'ai dit, médecin urgentiste, en effet, et elle a un diplôme de DESC de médecine d'urgence et master en recherche fondamentale et clinique. Et depuis 2015, elle travaille à La Réunion, longtemps au CH, au Shore, j'aime pas trop, hein. Bref, le centre hospitalier ouest de La Réunion, c'est mieux de le dire comme ça, hein. Voilà. Et là, après son retour, eh bien, malheureusement, pour toi, Claire, elle est affectée à Saint-Denis. Ah, voilà, les choses sont ainsi. Alors, évidemment, dans toutes les aventures qu'elle a vécues, je vous en donne quelques-unes. Elle a été médecin d'une centrale nucléaire à comment dit-on ça, Taishan, ouais, en Chine, en partenariat avec EDF, ça c'est assez récent. Voilà. Puis, à bord du navire d'expédition scientifique dans l'océan Indien, médecin dans un dispensaire de forêt amazonienne isolé, bah oui, parce qu'elle cherche l'isolement, hein, ça va de soi, en Guyane. Elle a pratiqué des évacuations sanitaires au-dessus du Pacifique, en 2018. Puis d'autres missions en Guadeloupe, en Martinique, à Mayotte, à Saint-Pierre-Miquelon. Saint-Pierre-Miquelon, tu vas nous en parler ce soir, plus précisément. Voilà, c'est cela. Et également dans des cliniques pétrolières au Gabon et au Nigeria, pour ne citer que celle-là. Donc vous l'avez compris, sa passion, c'est vraiment sillonner la planète, mais sillonner la planète pour exercer son métier d'urgentiste, naturellement, c'est-à-dire pour soulager les souffrances et tous les maux dont peuvent souffrir les populations ou les missions d'explorateurs, comme tu nous le montreras tout à l'heure. Alors, le 11 mars dernier, je vois apparaître sur mon mail Claire Laine. Je dis, tiens, là voilà. Et elle me dit en effet, me voilà de retour à La Réunion après 3 mois passés en Antarctique. Et je me dis que ça pourrait peut-être intéresser pour une conférence. Eh bien voilà, nous y sommes. Car, mais je ne vous dirai que cela, hein, le rôle de Claire, ça va être de développer ce qu'elle me disait dans son mail. Ma mission était d'accompagner le raid antarctique, une très grosse expédition logistique qui part de la banquise et apporte fuel et nourriture à Concordia, une station scientifique franco-italienne située à plus de 1000 km dans les terres. Autrement dit, une mission à couper le souffle. Pourquoi ? Moins 40 degrés. Et les photos qui accompagnaient ton mail, Claire, c'était assez édifiant, hein. Bon, voilà. Je vous laisse découvrir ben voilà, le titre Docteur Globetrotteuse, au féminin naturellement, hein, puisque il est bon aussi de se poser tel qu'on est, car dans la mission dont je parle là, elle était la seule femme avec 8 ou 9 mécaniciens, voilà. Bon, cela étant, elle a aussi pratiqué la mécanique et puis la conduite de ces gros engins qu'elle va vous faire découvrir. Je vous souhaite une très bonne soirée et on se retrouve dans un instant, enfin tout à l'heure, pour pouvoir poser des questions et aller plus loin. Bonne soirée. Merci beaucoup Yves. Donc effectivement, je vais vous emmener voyager et j'espère que vous avez pris des doudounes parce que on va partir dans des pays froids. C'est l'hiver qui arrive à La Réunion, alors on prépare. Qui suis-je? Donc bon, Yves a déjà bien présenté. Moi, je suis médecin urgentiste depuis 8 ans. J'étais diplômée en France et je suis arrivée à La Réunion dans la foulée comme un moyen d'exercer en France tout en ayant une France un peu différente de celle que je connaissais. Et donc, je travaillais en général 6 mois à La Réunion, 2 mois ailleurs. 6 mois à La Réunion, 2 mois ailleurs. Quand je suis à La Réunion, je suis aux urgences à l'hôpital public. Et quand je suis 2 mois ailleurs, ben c'est très varié. Et il n'y a que l'imagination comme limite, presque.
Et puis il y a 2 ans, j'ai publié Dr Globetrotter, qui est un livre qui raconte plusieurs expériences dans des endroits insolites. Voilà. Quelques petits exemples. Alors c'est vrai qu'Yves a déjà pas mal raconté. Tout en haut à gauche, c'est Saint-Pierre-et-Miquelon que je vais développer par la suite. Ensuite, en haut, je vais prendre le micro. Ouais. En haut, c'est d'un tout petit avion qui ne permettait d'emmener que 5 personnes, le malade, l'infirmier et 2 pilotes, pour traverser le Pacifique et évacuer les malades d'une île à l'autre. On était basé à Nouméa, en Nouvelle-Calédonie. Tout à droite, c'était la centrale nucléaire en Chine. Donc j'étais médecin pour EDF il y a 1 an et demi. En bas à gauche, c'était le dispensaire de forêt amazonienne en Guyane, où on évacue l'appendicite par pirogue pendant 6 heures, parce qu'il n'y a pas de route et que les hélicoptères sont très compliqués à obtenir. En plein milieu, c'est une plateforme pétrolière offshore. Alors moi, je n'étais pas offshore, j'étais onshore, donc à terre, mais je gérais l'aval des problèmes qu'il pouvait y avoir sur plateforme. Celle-là, c'était au Nigeria, et en dessous, c'était au Gabon, avec ma biologiste qui recherche du paludisme sur les lames de patients. Voilà, donc plusieurs exemples. Et puis moi, ce que je vous propose aujourd'hui, c'est de vous emmener tout d'abord en Islande, où j'ai travaillé à bord d'un bateau de croisière de luxe. C'était il n'y a pas très longtemps, il y a moins d'1 an. Et puis ensuite, je vais vous emmener à Saint-Pierre-et-Miquelon, où j'ai travaillé pour l'hôpital public comme urgentiste. Ça, c'était il y a 2 ans. Et on va finir par le meilleur pour la fin, l'Antarctique, dont je reviens il y a 3 mois. Même pas, 2 mois. C'est parti. Alors, donc le bateau de croisière, en fait, ça faisait longtemps que j'en entendais parler, que c'était quand même pas si simple, parce qu'il y a le Covid qui est arrivé par là, et qui a tout perturbé. Donc c'est un projet que j'ai quand même mûri un peu de longue date. Alors il y a plein de types de bateaux de croisière différents, il y a les très gros de 5000 personnes, qui ne me motivaient pas tellement, et moi j'ai préféré un plus petit, qui sont les bateaux du Ponant. Donc j'ai pu enfin partir en juillet 2023 pour un contrat de 5 semaines. Et donc j'étais très contente de découvrir l'Islande, j'en avais entendu parler, mais je ne connaissais pas plus que ça. Et donc l'objectif, c'était avant tout de faire les soins à la fois aux passagers, ça tombe de source, mais aussi beaucoup au manque d'équipage, parce que sur le bateau, c'est à peu près moitié-moitié, les passagers, les membres d'équipage. Et finalement, les passagers sont à la fois plus âgés et en moins bonne santé, mais ils ne sont pas là longtemps, ils sont là 1 semaine. Alors que les membres d'équipage, parfois sont philippins, parfois indonésiens, et ils sont là pendant 6 à 8 mois. Donc là, on est vraiment le médecin généraliste de bord, y compris sur le traitement de la tension, etc. Donc pour ça, c'était un bateau avec à peu près 60 passagers, 60 membres d'équipage. C'est pas si gros par rapport aux énormes qu'on peut voir parfois. Et donc j'avais une infirmière qui était en appui. Et puis les consultations étaient payantes pour les passagers. Pour moi, c'était vraiment étrange parce qu'en France, on ne fait pas payer, encore moins à La Réunion. Donc c'est vraiment un type d'exercice de la médecine qui est très différent de ce que j'avais l'habitude. Pour les membres d'équipage, par contre, c'était gratuit. Donc voilà le bateau avec la piscine à l'arrière. On n'en a pas profité beaucoup parce qu'on avait beau être en été. En Islande, il fait franchement froid l'été. C'était la journée continue. Voilà, le plus sombre qu'on a eu, ça c'est une photo prise à 3h du matin avec la journée continue. On a un coucher de soleil qui dure plusieurs heures et puis finalement le soleil se relève dans la foulée. Et puis derrière, on a le volcan, un des célèbres volcans de l'Islande. Et là, en l'occurrence, c'est pour ceux qui ont lu Jules Verne, Voyage au centre de la Terre. Et ben, c'est le volcan dans lequel les héros de Jules Verne rentrent à l'intérieur pour aller explorer sous la Terre. Pour moi, ça avait un sens particulier. J'aime vraiment beaucoup les volcans, mais celui-là, je trouvais que c'était un volcan qui était encore plus incroyable. Donc voilà un peu le tour qu'on faisait. On partait de Reykjavik, la capitale. Ensuite, on montait, alors les noms islandais, on met quand même du temps avant de les retenir. À Grundarfjörður, ensuite Ísafjörður, à Akureyri, tout au nord. Et encore plus au nord, c'est Grímsey, qui était une île remplie de macaremoines, les petits oiseaux avec le bec tout coloré. Et puis ensuite, on descendait plus bas à Heimaey, qui est une île volcanique avec une grosse éruption en 1964 qui a englouti plusieurs maisons d'un village qui a dû être évacué en urgence. Donc moi, je suis le médecin de bord et voilà mon petit hôpital clinique, avec le brancard sur la droite, où on peut garder des malades hospitalisés parfois. Alors, il y avait 2 chambres d'hospitalisation à côté, donc là, c'était plutôt pour les évaluer
en urgence. Et puis, en fait, malgré qu'il y ait peu de place, eh ben, on a de quoi faire une radio, on a de quoi faire une prise de sang, on a de quoi analyser les échantillons d'eau pour vérifier que l'eau est potable, on a les médicaments, on a tous les kits pour les brûler, le respirateur, s'il y avait quelqu'un qui avait besoin d'une respiration artificielle, etc. En fait, c'est dingue tout ce qu'on arrive à faire rentrer dans si peu de place. Et on avait une toute petite fenêtre qui nous évitait d'avoir le mal de mer quand on regardait par la fenêtre. Alors là-bas, on dit le hublot. Au début, je parlais avec mon langage réunionnais, mais en fait, je me suis fait vite reprendre sur les termes techniques. Alors, quelques spécificités de la médecine maritime. Donc, les accidents de travail sont quand même super fréquents, notamment les cuisiniers qui se coupent le doigt. Ça, c'était assez régulier. Alors, souvent, c'est pas grand-chose, mais c'est vrai qu'ils arrivent en catastrophe et puis ça saigne. Et puis surtout, même des petites plaies, finalement, ça peut vite être compliqué de retravailler, à la fois pour l'hygiène, à la fois les risques d'infection. Les lèvres gercées, notamment pour tous les marins qui travaillaient sur le pont à l'extérieur, c'est sûr qu'ils sont confrontés à toutes les maladies du froid, la pathologie du froid, dont les lèvres gercées, c'est pas trop grave, mais ça peut être aussi les gelures, ça peut être aussi les plaies de doigts qui cicatrisent très mal. Le risque épidémique, alors avec le Covid, on est plus sensibilisé, donc il y avait des risques de Covid, mais il y a aussi la plaie à bord d'un bateau, c'est les gastro-entérites. Et donc on était aussi, alors le bateau juste après l'Islande, il partait au Groenland et ensuite il partait dans les eaux américaines, et donc on était indirectement, on dépendait des protocoles américains, et en fait les Américains traitent les gastro-entérites au moins aussi sévèrement que nous le Covid. Donc dès qu'il y a un cas, il faut faire dans les 30 minutes, il faut tout désinfecter, faire une enquête avec qui vous avez dormi la veille, sur place, aller examiner tout le monde, vérifier que ça ne se propage pas. Et alors pour nous, ça nous paraît très excessif, surtout quand on pense aux gastro-entérites à l'hôpital, où finalement les enfants dans la salle d'attente, ils jouent tous les uns avec les autres. Mais en fait, les Américains sont très stricts là-dessus, et à bord d'un bateau, je pense qu'ils ont quand même raison. Et puis ensuite, il y avait tous les problèmes de promiscuité, d'addiction et de santé mentale. Donc ça, c'était valable surtout pour les membres d'équipage qui sont là très longtemps. Et notamment, on avait une jeune Russe qui était pas bien, et en fait, les membres d'équipage sont 2 par cabine. Parfois, il n'y a pas de fenêtre. Donc, ça fait vraiment partie de notre rôle de médecin. Et pourquoi j'insiste, c'est parce qu'en fait, on a vraiment l'image du médecin pour les touristes, ce qui est vrai. Mais il y a aussi vraiment toute cette prise en charge des personnels à bord, qui est plus compliquée à gérer, notamment en raison des contraintes très fortes. Voilà. Ensuite, on avait aussi pour rôle d'accompagner les excursions à terre, pour le cas où il y avait un problème sur les touristes. Donc avec l'infirmière, on se répartissait, il y en a une qui descendait à chaque fois, soit elle, soit moi. Alors, pour moi, c'était quand même vraiment agréable parce que ça nous permet de visiter le pays et de ne pas rester que sur le bateau. Par contre, les lois internationales sont compliquées là-dessus, et moi, médecin français, je n'ai pas le droit de soigner en Islande. C'est interdit, c'est de l'exercice illégal de la médecine, sauf si je fais reconnaître mon diplôme, qui aurait pris des mois et des mois. Donc, étrangement, on a le droit de prendre un petit sac à dos, mais on n'a pas le droit de prendre de l'adrénaline ou de prendre des médicaments au cas où il y aurait une urgence vitale. Alors pour moi, ça c'était vraiment compliqué, parce que je trouve ça vraiment, je trouve ça illogique sur quelque chose de grave. Hein. On parle potentiellement d'un arrêt cardiaque. Et ben moi, comme médecin gentil, je me retrouve à devoir appeler les secours et attendre qu'ils arrivent. Alors oui, je peux faire le massage cardiaque, mais même si j'ai tous les médicaments à bord du bateau, j'ai pas le droit de les utiliser. Donc soit c'était une urgence vraiment absolue et il fallait faire confiance aux secours locaux, heureusement en Islande ils sont de qualité, soit c'était une semi-urgence, et dans ce cas-là on prend le malade, on rentre en courant au bateau, et là j'ai le droit d'exercer. Voilà, petite spécificité de la médecine maritime. Ensuite il y avait les problématiques d'évacuation sanitaire. Moi j'ai eu de la chance, j'en ai pas eu en 5 semaines, alors que souvent il y en a quand même au moins une par mois. Alors, par rapport à notre croisière, nous on était souvent à terre, donc c'est relativement facile, mais dès qu'on est en mer, tout problème médical est géré par un centre à Toulouse qui s'appelle le CCMM, le Centre de Consultation Maritime, et c'est eux qui décident d'une évacuation éventuelle et de comment s'organiser. Voilà, donc nous on est vraiment de terrain, et puis on est en appui avec avec le Centre de Consultation de Toulouse qui gère toutes les eaux territoriales. Plein de problèmes de mal de mer. Donc ça, en plus on avait beaucoup d'Américains à bord, et du coup ils aiment beaucoup les médicaments, et donc on distribuait par paquet. Et puis après il y a toute la difficulté de la gestion du secret médical avec le commandant de bord.
parce que il y a des choses dont il se rend compte lui-même de façon évidente, il y a d'autres fois où on a besoin de pouvoir savoir où est-ce qu'il y aura un laboratoire d'analyse médicale, où est-ce qu'il y aura un éventuel hôpital, quand est-ce qu'on peut pouvoir arriver, etc. Et puis l'impact aussi sur quand on fait un arrêt de travail, ok, mais combien de temps par derrière? Parce que moi j'ai un cuisinier, quand c'est que je peux reprendre mon cuisinier? Ou j'ai une pianiste, il n'y en a qu'une de pianiste, comment j'organise la fin de la semaine? Donc ça c'est une gestion qui est délicate, parce qu'on a besoin d'être la personne de confiance en tant que médecin, et d'être complètement neutre à bord du bateau, et en même temps il y a un travail de collaboration qui est essentiel aussi. Le médecin malade, ça c'est parce que j'ai eu le Covid. J'étais la première du bateau à avoir le Covid. Et donc là on me dit, tu décides si tu veux t'isoler ou pas, et comment tu veux gérer ton isolement. Et donc là je voyais ces 120 personnes à bord du bateau, et je me dis, oh là 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 là, je vais m'isoler. Et par chance ils m'ont bien chouchouté, ils m'ont envoyé des repas incroyables pour faire passer le temps. Mais comme je suis la seule médecin, s'il y avait une urgence, en l'occurrence à un moment il y a eu quand même besoin de consulter, on ne peut pas rester isolé aussi strictement que ce qu'on aurait pu faire ou souhaiter faire à terre. Voilà, ensuite être médecin de bord. Alors on a quand même un rôle à part, comme vous avez compris, parce qu'à la fois il y a le rôle médical et à la fois il y a tout un rôle de présentation. Donc on devait faire des défilés en tenue, et chaque tenue changeait selon c'était le mardi, le lundi, la soirée, la journée, etc. Chignon obligatoire. Alors moi je trouvais ça très compliqué, je trouvais que ça m'allait pas du tout, mais c'est les normes de l'hôtellerie. Il y avait beaucoup d'activités non médicales. Par exemple, vérifier que l'eau était potable, vérifier que tous les appareils médicaux marchent, vérifier toutes les dates de péremption des médicaments, vérifier les vaccins de fièvre jaune des personnels, etc., etc. Alors qu'il n'y a pas de fièvre jaune en Islande, mais c'est les normes. Donc le médecin fait un petit peu de médecine, mais beaucoup aussi d'activités non médicales. Il y avait aussi très régulièrement des exercices de sécurité avec l'équipe hôpital. L'équipe hôpital, c'est des marins étrangers souvent qui sont en renfort pour le cas où il y a une urgence vitale. Donc moi, ils étaient cuisiniers, tous les marins, et donc il faut les former à gérer l'arrêt cardiaque, gérer le coma, gérer l'essoufflement, immobiliser une fracture du cou. Et donc ça, c'était plusieurs fois par semaine, au moins une fois, on va dire. Et même les former à prendre la tension, etc. L'anglais est obligatoire. Moi, ça a toujours été mon complexe d'infériorité, parce que malgré mes voyages itératifs, je suis vraiment pas très forte. Mais il faut réussir à se faire comprendre, parce qu'il y a potentiellement des gros enjeux. Et puis les termes techniques à bord du bateau, donc la fenêtre devient le hublot, le couloir c'est la coursive, et la chambre c'est la cabine. Donc je me suis fait bien moucater par les marins sur place. Une petite présentation de l'Islande au passage. Donc c'est vraiment les visitateurs, c'était notamment le thermalisme. Tout en haut il y a une photo des bains qui sont comme ça en plein air, des bains chauds et soufrés, donc on peut se baigner et c'est étrange parce qu'il fait très froid dehors et puis finalement on est dans l'eau et on bouge pas et on est très bien. Le volcanisme qui m'émerveille, avec toutes les couleurs différentes, les différents types d'explosions, différents types de roches. Les tunnels de lave, un peu comme on a à La Réunion. En fait, il y a un peu le volcanisme, quelques aspects qui peuvent ressembler à La Réunion, mais dans une variété incroyable, quoi. Les geysers aussi, donc avec des nappes phréatiques qui sont sous pression à cause de la chaleur volcanique qui explose en l'air, et puis ça redescend, et puis hop, ça réexplose régulièrement. C'était magnifique à voir. L'histoire des Vikings aussi, donc, parce que l'Islande a été peuplée par des peuples du Danemark et de Norvège qui sont venus en bateau jusqu'en Islande et puis qui sont installés là-bas. Et en fait, ils ont consommé pas mal de bois. Et là, en Islande, il fait trop froid, donc ça met du temps à pousser. Il n'y a pas une grosse végétation. Et en fait, c'est le premier endroit du monde, je crois, où tous les arbres ont été éradiqués complètement depuis l'époque viking. Donc ça fait 1000 ans à peu près, pas loin de 1000 ans. Et donc les gouvernements actuels essayent de reboiser l'Islande, parce qu'historiquement il y en avait quand même, il y a une très forte érosion par manque d'arbres, donc on essaie de replanter des arbres mais qui poussent tout doucement. Et puis au niveau de la faune, donc il y a les macaromoines, qui sont ces petits oiseaux dont je vous disais avec le bec tout coloré, il y en avait énormément, les baleines, les renards arctiques, voilà les petits macaromoines qu'il y avait par milliers, c'est l'endroit du monde où il y en a le plus.
Donc voilà une petite introduction à ce que ça peut être la médecine à bord d'un bateau de croisière de luxe. Moi, j'ai pas eu tant que ça de grosses consultations, c'était surtout des grippes, des angines, etc. J'ai eu 3 points de suture à faire. Il y a eu un malaise aussi au restaurant, avec une personne qui s'est retrouvée allongée par terre, mais finalement c'était moins grave que prévu, et c'est passé en quelques heures. Donc voilà, c'était très riche sur le plan, sur la découverte, et une belle introduction à ce monde-là. Malgré tout, j'étais contente de retourner à La Réunion et de retrouver les vrais malades de l'hôpital un peu plus intéressants. Et notamment, les vraies urgences, c'est aussi celle de Saint-Pierre-et-Miquelon. Alors, je ne sais pas si vous voyez où c'est, mais c'est très très petit et très 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 loin. C'est quasiment à l'autre bout par rapport à où on est actuellement. Donc vous voyez la carte du monde, et en fait le Saint-Pierre-et-Miquelon, c'est près du Canada, à côté de Terre-Neuve, pour ceux qui connaissent. Donc c'est 2 îles. Il y a Saint-Pierre, qui est tout petit, ça fait 8 km de long, et il y a seulement 6000 habitants. Donc vraiment tout petit, c'est là qu'est l'hôpital. Et à côté, il y a Miquelon, qui fait 20 km de long, et avec seulement 600 habitants. Donc c'est rien du tout. Donc à Miquelon, malgré que c'est plus grand, il n'y a qu'un seul médecin qui est là H24, tout le temps, pendant 2 mois et demi d'affilée, donc il ne peut jamais s'éloigner de sa voiture, parce qu'à tout moment on l'appelle. C'est pas facile d'être médecin à Miquelon. Et par contre à Saint-Pierre, il y a un petit hôpital qui est petit, mais on est quand même un vrai hôpital où on peut tourner, et c'est là où j'ai travaillé pendant 2 mois et demi. Donc voilà une photo un peu de Miquelon, de Saint-Pierre-et-Miquelon, à quoi ça peut ressembler, donc avec un côté très sec, peu d'arbres aussi, enfin des arbres très bas, la mer tout autour, et puis un relief assez découpé, mais vraiment petit. Hein. Ça c'est le village de Saint-Pierre, qui est connu pour ses couleurs flamboyantes au niveau des maisons, mais c'est pas plus grand que ça. Il y a vraiment le petit village de Saint-Pierre, et après 3-4 maisons éparpillées, mais globalement tout le monde est au même endroit. L'hôpital, il est au fond, on le voit pas très bien. Donc c'est tellement petit qu'on était seulement 3 urgentistes. Chaque jour, il y avait un jour où j'étais aux urgences pendant 24 heures d'affilée, un jour le lendemain où j'étais aux évacuations sanitaires pendant 24 heures d'affilée pour évacuer éventuellement vers le Canada, mais pas que, et puis un jour de repos. Donc voilà, notre planning c'était comme ça. Quand on était aux urgences, on était tout seul aux urgences pendant 24 heures. Mais c'est des toutes petites urgences, il n'y a que 4 à 10 passages par jour. C'est tellement petit qu'en fait on est à la maison, et les infirmiers nous appellent si jamais il y a une entrée aux urgences. Alors on n'habite pas loin, mais c'est quand même... pour moi c'était incroyable de découvrir ça. Dans l'hôpital, il n'y a que 59 lits d'hospitalisation, et encore en général c'est bien souvent vide. Et puis le 15, donc on gère aussi les appels au 15, et ben on est chez nous, et puis on nous transfère les appels sur notre portable s'il y a besoin de savoir si c'est une urgence vitale, ou s'il y a besoin de consulter ou pas, ou juste pour donner des conseils. Les sorties SMUR, donc en cas d'urgence vitale, c'est incroyable aussi. Donc on nous appelle, on nous transfère le patient qui appelle au 15, et puis là on décide, il faut aller en SMUR, donc sur place. Et ben comment ça se passe? Et ben les collègues, donc l'ambulancier et l'infirmier, partent avec le véhicule, ils me récupéraient en bas de chez moi, et hop, on allait sur place voir le malade. Donc il faut quand même avoir la blouse si besoin à domicile. Et puis donc les évacuations sanitaires, c'était un peu notre quotidien aussi bien de Miquelon vers Saint-Pierre, parce qu'à Miquelon il n'y a qu'un tout petit dispensaire, un médecin, mais dès qu'il y a besoin ne serait-ce qu'une prise de sang, c'est sur Saint-Pierre. Ensuite, les évacuations de Saint-Pierre vers le Canada. Donc nous, on envoyait à Terre-Neuve. Il y avait un hôpital occidentalisé, de bonne qualité. C'était 1 heure d'avion, de tout petit avion, mais il faut tout le temps de monter les vassanes, de mettre en place les financements, la sécurité sociale, le pilote, machin, un truc, et avoir l'accord du médecin receveur. Donc c'est quand même une logistique. Et puis pour les gros cas, les cas plus les patients plus complexes, on pouvait transférer vers Paris. Là, c'était 3 jours en moyenne. Il y avait 3 avions différents. Le temps de monter les vassanes et que ça se fasse, c'était 3 jours minimum. Donc c'est rare qu'on envoie vers Paris. Mais il y avait des cas plus complexes où on envoyait vers Paris quand même. Donc comment on gère on était peut-être une quinzaine de médecins sur l'hôpital, pas beaucoup plus. Donc évidemment, il n'y a pas de cardiologue. Le cardiologue, il vient pendant 2-3 semaines. Il voit tous les malades qu'il faut voir et puis il repart. Ensuite, il y a le pneumologue qui arrive. Hop, il vient, et puis on lui condense tous les malades à voir pendant 1 mois, et puis il repart, etc. etc. Donc c'est vraiment des missions de spécialistes. À Mayotte, c'est un peu pareil, mais Mayotte, il y a quand même un peu plus de spécialistes.
Mais Saint-Pierre-et-Miquelon, il y a vraiment très très peu de spécialistes. Il y a un seul anesthésiste réanimateur, un seul chirurgien qui opère les os, un seul chirurgien qui opère le ventre. Et un gynéco, il y en avait 2 ou 3, mais voilà, c'était très restreint, quoi. Il y avait aussi des vraies problématiques de santé mentale, notamment parce que il y avait beaucoup des années. Et donc étonnamment, malgré cette ambiance un peu restreinte, il y avait quand même beaucoup de conflits. Des accidents domestiques importants, parce que les Saint-Pierrais adorent bricoler, ils sont super forts, leurs maisons sont incroyables, et en fait du coup régulièrement il y avait un accident de tronçonneuse, de marteau, de clous, etc. Et puis quand on évacuait vers le Canada, c'est vrai que alors au début je ne me rendais pas trop compte, et petit à petit j'étais assez surprise des prises en charge qui sont vraiment très différentes de ce que nous on aurait fait en Occident. Par exemple, on a transféré un enfant de 1 an et demi qui est né avec un cancer, qui avait eu plein de chimios à Paris, qui était rentrée à Saint-Pierre, et en fait elle vient aux urgences, c'est une petite fille qui vient aux urgences parce qu'elle n'arrive plus à bouger son pied gauche. On essaie de la faire marcher, elle ne tient même pas debout, elle boite complètement, elle tombe. Et donc là on se posait la question de cancer qui serait parti, alors soit dans le cerveau, soit dans la moelle épinière, donc dans le dos. Et donc pour nous c'est une urgence vraiment importante, il faut faire une IRM. C'est indispensable, sauf qu'à Saint-Pierre, on n'a pas d'IRM. Donc j'ai appelé la cancérologue de Paris et je lui ai demandé qu'est-ce que vous en pensez. Est-ce que, comme c'est compliqué, on essaie de transférer vers Paris, mais ça prend 3 jours, ou est-ce qu'on va au plus vite, plus près, donc au Canada? C'était une décision compliquée, mais on a décidé d'aller au Canada d'abord. En fait, au Canada, ils l'ont reçu, ils ont d'abord fait une radio de la jambe, ils n'ont rien vu. Ils l'ont hospitalisé avec des antidouleurs pendant 3 jours, et puis là, ils se sont dit « Oh, bah, ça passe pas, on va faire une IRM ». Etc. Et bon, voilà, c'est un exemple de différence. Alors, nous, je sais de bouche à oreille qu'on est quand même assez... on fait beaucoup d'examens complémentaires en France, notamment parce qu'on ne paye pas. Et donc, on est parfois trop proactif. Mais c'est vrai qu'au Canada, ça m'a paru, à l'inverse, vraiment pas assez proactif, quoi. Et puis, pareil, une patiente qu'on a envoyée qui avait une infection de cornée, qui avait une greffe de cornée. Et là, c'était vraiment ouvert et infecté, qu'on a envoyé au Canada. Et du coup, elle va aux urgences. Et puis aux urgences, il ne l'a pas hospitalisée, il l'a laissé rentrer à l'hôtel, et puis avec des médicaments, et puis on réévalue les choses dans 5 jours. Et nous, c'est sûr qu'on aurait hospitalisé, on aurait fait des antibiotiques par perfusion. Donc voilà, il y a plusieurs exemples comme ça où c'est quand même à la fois très surprenant, parfois révoltant, et en même temps intéressant de voir que c'est aussi un pays développé, mais qui gère différemment. Voilà, notamment par rapport à des problématiques financières que nous, on ignore presque complètement ici, quoi. Quelques patients qui m'ont marqué. Donc il y en a un qui avait 30 ans, qui est venu avec une infection du genou, qui avait besoin d'antibiotiques en perfusion pendant 6 semaines, normalement, c'est ça, des infections du genou, et qui a fait un refus de soins. Pour lui, c'était hors de question de rester. C'était un ancien toxicomane qui avait un caractère un peu affirmé, et qui comprenait la gravité, mais qui ne voulait pas rester. Et donc moi, c'était une vraie question. Alors j'avais appris dans mes études que si on fait une ordonnance d'antibiotiques, ça veut dire qu'on cautionne son départ, et donc que si on n'est vraiment pas d'accord avec son départ, il faut le laisser sortir sans antibiotiques du tout. Et moi je trouvais ça encore pire que mieux, parce que on découvre quelque chose de grave, on n'essaye même pas de se battre, même à domicile. Et donc j'ai essayé de gérer comme j'ai pu, c'était un dimanche, donc compliqué de joindre l'ordre des médecins, etc., pour avoir un vrai avis. Et puis un patient qui n'avait pas de médecin traitant pour le suivre non plus. Et puis normalement les antibiotiques, on les réévalue à 3 jours par rapport au résultat de la ponction de genou. Et donc je lui ai quand même fait des antibiotiques en perfusion à domicile, faute de mieux. Et donc il se trouve que ça s'est finalement amélioré sans l'hospitalisation. Mais c'est vrai que c'est un patient qui m'avait marqué parce qu'il y avait toute cette question notamment médico-légale de est-ce que je cautionne son départ ou pas. Et après j'ai eu beau mener l'enquête sur est-ce que c'était avéré ou pas cette histoire. Tout le monde a son avis, la juriste de l'ordre des médecins me dit il faut faire le bon sens. Oui, certes, mais c'est important aussi pour nous de se protéger. Et après, de toute protection, ça n'a pas de sens non plus, hein, mais finalement, c'est une question qui restait en point d'interrogation. Ensuite, un autre patient qui m'a marqué, c'était une crise convulsive à la maison. Donc il m'appelle au 15 et puis on comprend que la crise s'est arrêtée. Et nous, à La Réunion, comment ça se passe? On envoie l'ambulance et puis elle nous ramène aux urgences et puis on l'évalue. Et là-bas, on envoie des SMUR sans arrêt parce qu'en fait, comme on n'est pas débordé du tout et qu'il n'y a qu'une seule ambulance et en plus elle est souvent en vacances, donc en fait, il n'y a pas d'autre moyen de transport que d'y aller en SMUR. Donc on décide d'y aller en SMUR. Sauf que moi, j'étais en train de faire mes courses et que la crise d'épilepsie a eu lieu vraiment à 2 rues de chez moi, à 2 rues du supermarché.
Donc j'ai dit à mon collègue, je dis, bah écoutez, je vous retrouve sur place. Et donc je suis arrivée avant mes collègues, et puis on l'a soignée, c'était pas grave, la crise est passée, on l'a envoyée aux urgences, on l'a surveillée, elle est repartie à la maison. Aucun souci. Sauf qu'on m'a reproché de ne pas être d'abord allée aux urgences, me mettre en blouse et repartir tous ensemble pour montrer qu'on était une équipe. Et c'est un petit détail, mais en fait ça en dit long sur le fait qu'on doit s'adapter localement et que parfois pour moi c'était un non-sens, en fait pour moi c'était une perte de chance, une perte de temps. Et puis si jamais ça avait été un arrêt cardiaque, je ne vais pas retourner aux urgences pour me mettre en blouse et revenir, quoi. Donc voilà, c'était un exemple de la médecine à Saint-Pierre-et-Miquelon qui est différente de ici et qui nécessite en permanence de trouver le juste équilibre, de s'adapter. Une autre histoire qui était marquante, c'était des enfants qui étaient placés. Alors donc il y a deux filles, deux sœurs de 13 ans et 11 ans qui étaient avec leur papa. Leur papa les avait kidnappés, c'était des Canadiens, et les avait emmenés à Saint-Pierre-et-Miquelon. Et en fait, l'affaire est tombée dans les mains de la justice, et donc là la justice décide que les filles vont être placées et séparées de leur père. Et donc nous, on nous amène les deux filles en nous disant il faut les évaluer sur le plan psychiatrique, vérifier qu'elles ne soient pas trop suicidaires, parce qu'on vient de leur annoncer qu'elles vont plus voir leur père. Moi, j'ai quand même jamais eu ça à gérer, et puis évidemment, elles sont effondrées. Et puis au même moment, pendant que les filles sont aux urgences, on nous amène le papa accompagné de la police pour faire un certificat comme quoi il est compatible avec la garde à vue. Et là, alors du coup, parfois on a ça à La Réunion quand même, des personnes qui se sont battues, notamment dans les violences conjugales, et puis qui se retrouvent toutes les deux en même temps aux urgences. Alors pour nous, c'est toujours compliqué, on essaye d'en mettre un dans un côté et l'autre de l'autre, et que surtout elles ne se voient pas. Sauf que là, c'est des toutes petites urgences, dans une toute petite île, donc ils se sont vus, ils se sont serrés dans les bras, etc. Et puis finalement, quand le père a été ramené par la police, les filles sont reparties, on a dû les récupérer physiquement, les enfermer pour les séparer du papa. C'était vraiment, pour moi, c'était vraiment dur, parce que c'est pas ça mon métier en fait, c'est vraiment pas, et que j'ai eu l'impression de devoir faire le travail de la police en fait, d'arracher des filles à leur papa. Sans connaître du tout l'histoire, le pourquoi du comment, des filles qui parlaient anglais en plus, donc on a essayé de consulter en anglais sur des problématiques aussi graves. Voilà une des consultations qui était vraiment les plus marquantes, y compris de ma vie. Hein. Et puis après un accouchement prématuré, donc on a une maman qui attendait son 4e enfant, qui a perdu les os beaucoup trop tôt, je ne sais plus à combien de semaines c'était, mais vraiment, vraiment beaucoup trop tôt, et donc qui allait accoucher d'un très grand prématuré. Alors on avait quelques heures devant nous, mais nous, à Saint-Pierre, on ne peut pas accueillir un très très grand prématuré. Donc on a dû la transférer au Canada, avec une maman qui était quand même effondrée, qui comprenait la gravité, et puis un accouchement qui pouvait se faire à tout moment dans l'avion, mais il fallait quand même tenter de l'évacuer pour surtout pas que le bébé naisse à Saint-Pierre. Et ce jour-là, il y avait une grosse tempête, et donc en plus il y avait les secousses de l'avion, et donc moi je me disais, oh là là, ça va déclencher des contractions, la maman avait peur en même temps que d'être stressée. Voilà quelques-unes des péripéties de Saint-Pierre-et-Miquelon et des yo-yo émotionnels qu'on peut vivre aussi en tant qu'urgentiste. Donc voilà notre petit avion avec la maman, c'est vraiment un tout petit coucou qui sont... Alors à Saint-Pierre-et-Miquelon, ils sont habitués vraiment aux tempêtes, c'est 1 jour sur 3 en moyenne. Moi, les jours où j'étais d'astreinte, évacuation sanitaire, je regardais toujours la météo avant, et quand il y avait du vent, je croisais les doigts pour ne pas avoir à voler, parce que j'aime pas l'avion quand il y a de la tempête. Et avec un pilote qui était hyper jeune, mais très bien. Et en fait, là-bas, les Saint-Pierre, ils rigolaient, ils se moquaient tous, ils ont l'habitude de prendre l'avion pendant la tempête, et ça fait vraiment partie de leur quotidien. Et effectivement, je ne sais même pas si on aurait volé dans les tempêtes qu'il y avait là-bas. En fait, ils nous disent aussi qu'avec le réchauffement climatique, il y a de plus en plus de vent par rapport à avant. Voilà le paysage quand on survolait le Terre-Neuve. C'est vraiment étrange, hein, donc c'est hyper désertique, hein, il y a très très peu de maisons, et par contre il y a des lacs partout, partout, partout. La découverte de l'archipel, donc j'ai découvert le crabe des neiges, qui est une spécialité culinaire de là-bas, c'est tout en haut à gauche. C'est des petits crabes qui sont mangés. Alors ils ont la carapace qui est tellement souple qu'on peut les couper, on coupe les pattes au ciseau, c'est quand même plus facile qu'à la pince et au marteau. J'ai découvert aussi un peu l'histoire de l'île avec l'implantation des paléo-esquimaux à l'époque, il y a très longtemps. Il y a des fouilles archéologiques qui ont mis au jour des campements de paléo-esquimaux, c'était intéressant. Toute la période de prohibition qui était une histoire marquante de Saint-Pierre-et-Miquelon. En fait, l'alcool était interdit aux États-Unis, mais en France c'était autorisé. Et du coup, Saint-Pierre-et-Miquelon avait le droit de faire du commerce d'alcool, donc ils les emmenaient en douce aux États-Unis, qui n'étaient pas loin. Et puis finalement, si les douanes les chopaient, en fait, ils balançaient toutes les cargaisons à la mer en catastrophe.
Et puis comme ça coule, bah, ni vu ni connu. Et donc ça a enrichi considérablement l'île de Saint-Pierre-et-Miquelon grâce au trafic d'alcool. Et puis après, l'histoire, c'est aussi la morue et les grands bancs. Donc c'est l'histoire de la pêche, c'est ancré dans l'île de Saint-Pierre. Malheureusement, la morue, c'est un des premiers animaux sur Terre qui a été victime de la surpêche, de la surconsommation. Donc ça a vraiment failli s'éteindre. Je crois qu'on avait détruit 99% des effectifs de morue dans les années 80. Donc ça a été protégé. Et depuis, il y a des quotas de pêche. Mais comme vous pouvez voir sur la carte tout en bas, en fait, Saint-Pierre-et-Miquelon est juste à côté du Canada et en fait, les Canadiens revendiquaient les eaux territoriales autour de Saint-Pierre-et-Miquelon. Et donc, c'était un très gros conflit entre la France et le Canada qui a été résolu il y a 15 ans à peu près. Et donc, le Canada a laissé une zone de pêche minuscule à Saint-Pierre-et-Miquelon. En gros, c'est quelques kilomètres autour de l'île et puis une espèce de bande de mer qu'on appelle la baguette, qui descend très au sud, qui est hyper fine. Et voilà, donc les Saint-Pierrais peuvent pêcher que là-dedans. Donc c'est très étrange, et les Saint-Pierrais se sont sentis vraiment délaissés par Paris, qui n'a pas défendu leur cause. Et puis du coup, il y a un peu une richesse passée, enfin, qui est en train de... Alors Saint-Pierre-et-Miquelon, c'est un endroit qui est quand même vraiment développé par rapport à la petite taille, hein, mais c'est vrai que ça vit beaucoup des richesses passées. Le quotidien, c'est de discuter de la météo. Tous les jours, tout le temps, avec tous les collègues. On regarde la météo pour le lendemain, pour les 3 jours à venir, et c'est un des grands sujets de conversation. Ensuite, il y a une très forte activité culturelle et sportive. Malgré 6000 habitants, il y a une patinoire, il y a un cinéma, il y a, la réalité virtuelle qui est installée, etc. Il y a des défilés, du yoga, etc. Du théâtre. L'extérieur, c'est les tourbières et la forêt boréale. Donc les tourbières, c'est un type de paysage qu'on ne connaît pas trop, alors pas du tout à La Réunion, mais pas du tout peu en France. En France, je crois qu'il y en a un peu vers le Puy-de-Dôme, mais en gros, c'est de l'argile, des sols très argileux, très imperméables, où l'eau stagne. Et comme ça stagne, il y a des mousses qui se développent, et puis finalement, sur des mètres et des mètres, il y a de la mousse qui se développe. Donc on a l'impression que c'est relativement sec, et puis on marche dedans, on s'enfonce sur plus d'1 mètre. Donc c'est un peu des marécages, mais qui ne sont pas apparents, quoi. Et la forêt boréale, c'est le seul endroit de France où il y a de la forêt boréale. Donc c'est la forêt qu'il y a surtout en Russie, au nord du Canada, et qui est plutôt en régression à l'échelle mondiale. Quelques petites scènes de vie. Donc en plein milieu, vous avez un phoque. En fait, à côté de chez moi, il y avait plein de phoques. Et il y a un proverbe local qui dit qu'il n'y a que les aveugles qui ne voient pas de phoques à Saint-Pierre-et-Miquelon. À gauche, c'était du scrapbooking, c'est des bricolages qu'on fait, des activités manuelles, parce comme il fait froid, il y a beaucoup d'activités d'intérieur. Au milieu en bas, c'est le défilé du Mardi Gras, avec le roi Bulot qu'on doit brûler. C'est en carton, et il y a toute la ville, c'est vraiment l'événement du mois. En bas à droite, c'était un repas avec des collègues. Et puis en haut à droite, c'était les paysages de Saint-Pierre, avec juste en face l'île de Miquelon. C'est pas très loin, on le voit vraiment bien, après un épisode neigeux. Alors ça, je trouvais ça assez amusant, parce que moi-même, je sentais que j'avais le cœur qui dérapait de temps en temps, qui faisait des arythmies, et du coup, j'ai demandé à mes collègues, et puis ils m'ont dit, ah, bah, vas-y, on va t'enregistrer ton cœur en continu pendant 24 heures. Et ici à La Réunion, ça se fait, mais normalement, c'est des rendez-vous d'1 mois. Et ici, hop, allez, du jour au lendemain, parce que du coup, il y a un très bon accès aux soins. Et en fait, on voit ma fréquence cardiaque en moyenne. Et puis, en fait, on voit qu'en pleine nuit, il y a eu des pics. Alors, je ne sais pas si vous arrivez à voir. Donc, tout ça, c'est la journée. Et puis, quand il y a les gros pics, là, c'est dans la nuit, quand on m'appelle et que je suis réveillée, pour me dire qu'il faut aller aux urgences. Alors, je trouve ça quand même assez amusant de découvrir ça. Et puis, en fait, vers 8h du matin, mon rythme cardiaque de base, il augmente d'un coup parce que on découvre que sur les 3 urgentistes qu'on était, il y en a un qui est parti du jour au lendemain, qui a quitté son poste, qui a quitté le territoire. Et donc on s'est retrouvé à 2 urgentistes pour faire les urgences H24, les évacuations sanitaires H24. Et donc moi, je venais de finir toute ma garde aux urgences, qui était quand même un peu animée pour une fois. Et puis là, je découvre qu'à tout moment, on peut m'envoyer au Canada avec un bébé dans le coma, parce qu'en fait, il n'y a plus de repos de garde. Et donc j'ai été dégoûtée, en plus de la manière dont ça s'est fait, etc. Enfin, notre collègue qui parle, j'ai jamais vu ça ailleurs. C'était un urgentiste qui avait 73 ans. Et donc je trouvais ça quand même marrant d'avoir ce témoin de ce qui se passe dans une journée d'urgentiste. Et pour ma dernière semaine à Saint-Pierre-et-Miquelon, j'ai pu prendre le petit bateau et puis aller voir les pingouins. Donc vous verrez qu'en Antarctique, c'est les manchots.
Et donc en Antarctique, l'hémisphère sud, il y a les manchots, mais il n'y a pas de pingouins. Et les pingouins, c'est dans l'hémisphère nord. Et c'est vraiment des oiseaux. Et là-bas, il y en a une quantité, mais tout ça, c'est que des pingouins, des pingouins, des pingouins. On les voit de loin, mais en fait, les pingouins, c'est vraiment, contrairement aux manchots, c'est vraiment des oiseaux. Ça ressemble vraiment à des oiseaux. Et puis, donc ils migrent. Donc nous, en hiver, il n'y en avait pas du tout. Et puis c'est vers avril qu'ils ont commencé à affluer sur ce gros rocher qui s'appelle le Grand Colombier. Et donc, voilà, c'est la vie de l'été de Saint-Pierre qui arrivait. Et je suis rentrée à La Réunion à ce moment-là. Ça va toujours? Vous n'avez pas trop froid? Bon, on va passer à un cran suivant. Allez, c'est parti pour le raid antarctique. Donc là, je suis partie donc, en tant que médecin, et genre, donc c'est en octobre que j'ai quitté La Réunion pour accompagner une énorme expédition logistique qui a traversé l'Antarctique. Alors, on est parti de tout en bas, Cap Prud'homme. Cap Prud'homme, c'est quasiment pareil que du Mont d'Urville. Pour ceux qui connaissent du Mont d'Urville, c'est 2 stations qui sont à 5 km d'écart. Donc on est parti de la banquise en bord de mer. Le bateau, l'Astrolabe, pour ceux qui voient ce que c'est, l'Astrolabe, le bateau rouge qui est au port là de temps en temps à La Réunion. L'Astrolabe dépose plein de fournitures sur la côte, et puis ensuite nous l'objectif c'est de l'amener à Domsé. Domsé c'est Concordia, Domsé c'est le lieu et Concordia c'est le nom de la station scientifique qui est franco-italienne effectivement comme disait Yves, et qui est loin dans les terres, à 1100 km, qui est en altitude, à 3200 mètres d'altitude, et ça a beau être hyper loin, et ben c'est encore super loin du pôle sud comme vous pouvez voir. L'Antarctique, en fait, c'est immense. Et donc, nous, on a fait une expédition en tracteur. On a mis 10 jours à monter et 9 jours à redescendre. C'était vraiment la raison d'être de mon voyage en Antarctique, c'est d'être le médecin d'expédition. Sauf que le médecin, comme on n'est pas nombreux, on était 10 sur l'expédition, 9 gars et moi, et ben, le médecin d'expédition, il est aussi chauffeur de tracteur à plein temps et cuisinier de l'expédition et logisticien. Donc 3 semaines avant, on arrive. L'objectif, c'est de préparer le raid. Donc là, il y a des containers qu'il faut remplir. Les tracteurs, on fait la révision de tous les tracteurs, parce qu'une fois qu'on est parti, il n'est pas question d'avoir une réparation à faire, parce qu'on est au milieu de nulle part, et qu'on n'a pas de matos, et que c'est dangereux, et qu'il fait beaucoup trop froid pour passer des heures à réparer. Voilà, on prépare aussi toute la nourriture. Et moi, au niveau médical, je devais préparer toutes les caisses médicales, vérifier les médicaments périmés de l'année dernière, les changer si besoin, vérifier tous mes appareils médicaux, les charger. Donc, tout un travail de préparation qui dure 3 semaines. Et il y avait aussi toute la découverte de la banquise. Donc là, sur cette photo, vous pouvez voir, la banquise, c'est tout ce qui est plat. Et donc, c'est de l'eau de mer qui est gelée. Et derrière, au loin à droite, vous avez des icebergs. Donc, les icebergs, c'est très haut. Et ça, c'est des bouts de glacier qui se sont détachés. Donc c'est vraiment 2 types de glace complètement différents. La banquise, elle est salée, et les icebergs, c'est des bouts de glacier qui se sont détachés, donc c'est de l'eau douce. Et tout à gauche, c'est du glacier qui n'est pas encore détaché. Voilà, et donc la banquise, on voit qu'elle fait des énormes fissures, donc pour moi c'était une surprise ça. C'est des énormes fissures, mais en fait c'est pas dangereux, c'est normal, on appelle ça des rivières. Il faut faire un peu attention en traversant, mais souvent ça se fracture, et puis après ça regèle à l'intérieur, donc en fait on peut traverser comme si de rien n'était. Et là, en fait, au moment où je suis arrivée, donc moi c'était début novembre, c'était la fin de l'hiver, mais c'était encore vraiment l'hiver. Il y a plus de 2 mètres de banquise, et l'avion il atterrit là-dessus sans souci. Bon, j'étais un peu stressée, mais ça s'est bien passé. J'ai pu découvrir les manchots. Donc du Mont d'Urville, c'est une station qui est imbibée de nature, contrairement à d'autres stations en Antarctique. C'est même là, sans doute la station de l'Antarctique qui est le plus au milieu de la nature. Il y a d'autres stations où il n'y a rien du tout autour. Et donc il y avait les manchots, ça c'est les manchots empereurs que vous voyez à l'écran, comme dans le film La marche de l'empereur. Et il y avait aussi les manchots Adélie qui sont beaucoup plus petits, plus maladroits et plus toniques. En bas à gauche, c'est un exemple des tempêtes qu'on avait. Donc là, c'est une journée comme ça, là, avec le vent et le froid. Là, c'est impossible de travailler dehors. Donc même les mécanos qui travaillent sur les tracteurs, tout est en stand-by, on reste à la station et on attend. Donc on doit tout le temps jongler avec la météo. Et par exemple, c'est vrai que j'ai pas précisé, mais juste pour aller en Antarctique, moi j'ai mis 17 jours à arriver entre la Réunion et l'Antarctique, parce qu'on est attendu 11 jours à Hobart, en Australie, parce qu'un jour il y avait trop de tempêtes, un jour l'avion était déjà pris par les Australiens, un jour la piste d'atterrissage devait être redamée,
parce qu'il y a eu une temps par les Italiens. Donc en fait, à chaque fois, c'était vraiment compliqué, quoi. On avait pris un premier avion pour atterrir sur la banquise dans une station italienne, puis un plus petit avion pour atterrir dans la station française après. Un petit exemple de la vie sur la banquise. Donc derrière, vous avez le rocher où il y a Dumont d'Urville. Donc c'était une session de patin à glace. Alors ça reste une de mes journées que j'ai vraiment préférées, avec le sentiment de liberté incroyable. À gauche, il y a la station Dumont d'Urville. Et puis avec un énorme soleil. Alors là, il faisait pas encore si froid. En fait, quand on est arrivé, il faisait entre -5 et -15 degrés, donc la fin de l'hiver. Mais là, ce jour-là, il n'y avait pas de vent. Et en fait, ce qui fait vraiment le froid, c'est pas tant la température, mais c'est surtout le vent associé ou pas. Donc voilà, mon seul petit stress, c'était de me casser le bras juste avant le raid, parce que là, c'était catastrophique. Alors, voilà notre raid. Donc notre raid, c'est une succession de tracteurs et de dameuses. Donc en fait, comme le trajet du raid est défini par GPS, tous les ans c'est le même, mais il est recouvert chaque année pendant l'hiver par les tempêtes. Donc il faut lisser le chemin d'abord. Donc il y a une dameuse qui passe en premier, qui lisse le chemin pour essayer d'aplatir au mieux. Malgré ça, ça reste vraiment des hauts et des bas incroyables, sans arrêt. C'est hyper irrégulier comme sol. Donc premièrement, il y a une dameuse avec 2 personnes à bord. Il y en a un qui s'occupe du tracé GPS à droite à gauche, et l'autre qui s'occupe de lisser je sais plus comment ça s'appelle, de lisser la route. Ils se relaient tous les deux, c'est le poste le plus fatigant en fait, la première dameuse. Ensuite, il y a un convoi juste en dessous, c'est Anthony, le chef de raid, puis 3 cuves de pétrole, puis moi, Claire, et un énorme convoi par derrière. Donc tout ça, c'était 200 tonnes. Et pourquoi on est 2 et on est reliés avec une élingue, on est reliés tous les deux, parce qu'en fait, c'est tellement lourd ce qu'on transporte, qu'à la moindre petite bosse pour lui, en fait, ça mettrait son convoi à l'arrêt. Là où le fait d'être relié à 2, ça permet de lisser un peu nos forces. Et s'il y a une bosse pour lui, c'est moi qui prends le relais. S'il y a une bosse pour moi, c'est lui qui prend le relais, etc. C'est l'idée de partager les forces. Ensuite, on a déjà un tellement long convoi qu'on a déjà complètement défoncé la route à nouveau. Donc il y a une autre dameuse qui est derrière, qui repasse. Puis un autre convoi et un autre convoi. Et donc dans les containers, enfin dans ce qu'on tire, donc à chaque fois c'est des containers qui sont montés sur des traîneaux. Et donc dans les containers, il y a du fuel, beaucoup, de la nourriture et parfois du matériel aussi, soit scientifique, soit logistique pour les électriciens, les plombiers sur place. Voilà. Et puis après, il y a notre lieu de vie aussi. Donc la vue perpétuelle que j'avais, alors ça c'était au tout début du raid, donc normalement j'avais les 3 cuves, mais juste pour dire qu'en fait en dehors du tracteur de Anthony et de son chargement, il n'y a absolument rien à l'horizon, du blanc et du blanc quoi. Et il n'y a aucun animal qui survit dans les terres. En fait toute la biodiversité est sur la banquise à l'extérieur, mais dès qu'on fait quelques kilomètres, il n'y a même plus de bactéries, c'est impossible à vivre pour qui que ce soit. Donc le paysage n'était vraiment pas varié. Par contre, ce qui était varié, c'était la météo, avec des jours de tempête, des jours de grand bleu, et voilà. Donc, tout en haut à gauche, vous avez l'intérieur de notre caravane. C'est vrai que j'avais pas plus expliqué que ça. Je vais remonter celle d'avant. Voilà, je vois pas bien. On voit pas bien parce que c'est un peu petit, mais en fait, dans tout ce qu'on transportait, il y avait aussi donc, un container jaune qui était ma chambre. Il y avait ensuite un autre container qui était notre salle à manger, cuisine, et puis deux chambres de 4 places. Et puis le 3e container, c'était le groupe électrogène, avec la douche, et puis l'évier pour faire la cuisine, enfin pour laver la vaisselle. Et en fait, il y avait une seule douche pour 10, c'était vraiment tout petit. Et puis les chambres, c'était un peu tous les uns sur les autres, donc il n'y a pas d'histoire de chambre mixte ou pas mixte. Hein. Moi, j'étais avec un des mécanos et c'est comme ça. Donc voilà l'intérieur de la cuisine, en fait. C'est Gauthier qui est en train de préparer le café, mais pour montrer que c'est vraiment petit. Hein. Quand on est 10 à l'intérieur, on ne peut plus bouger, il ne faut plus éternuer. En haut à droite, c'est les sasturgies, c'est les types de reliefs qui sont sculptés par le vent. C'est vraiment beau. Mais c'est vraiment répétitif, quoi. On a la même chose pendant 23 jours entre l'aller et le retour. On a vraiment le même type de paysage. En bas à gauche, c'est les tracteurs qui ont trop froid et qu'il faut brancher toute la nuit. On les branche au groupe électrogène, sinon non seulement le fuel gèle, mais même les moteurs gèlent, c'est trop froid pour eux. Donc c'est intéressant parce que
Voilà, tous les soirs, il y avait 1 heure de maintenance où on les branche, on remplit les réservoirs, etc. Et pendant ce temps-là, moi, je faisais la cuisine, en fait. Il y avait la question de... Je suis la seule femme, c'est moi qui fais la cuisine, mais en fait, c'est surtout parce que je suis pas mécano et que les mécanos, ils sont tous occupés dehors. Et voilà, pendant ce temps-là, je prépare à manger. Là, au milieu, c'est le groupe électrogène. En bas, c'est notre future eau de douche. En fait, on appelait ça le fondoir. Donc, il y a une dameuse qui ramène plein de neige. On met tout à l'intérieur, dans la box tout en haut. Ça, c'est un des Italiens qui est en train de le faire. Et puis, ça fond pendant 2-3 heures. Et puis ensuite, on peut faire la vaisselle et se doucher. Tous les soirs, c'était notre petit rituel pour pouvoir se doucher. Et en bas à droite, c'est ma chambre. Donc, moi, j'étais à l'étage. C'est vraiment tout petit. Et en bas, vous voyez les caisses médicales. Donc il y en avait 9 qu'on essaye de fourrer où on peut, mais c'est vraiment tellement petit qu'il y avait quelques caisses à tel endroit, quelques caisses qu'on a, mais ça reste catastrophique, quoi. Donc petit à petit, la température diminue jusqu'à -40. Et donc à gauche, vous avez la technique débutante, où j'avais pas encore compris qu'il fallait protéger le nez. Et à droite, c'est la technique experte, où il n'y a pas 1 cm² de peau qui doit dépasser, quoi. Mais comme je vous disais, le pire, c'est encore le vent. Alors moi, je me suis mis à saigner du nez tous les jours et plusieurs fois par jour, pendant plus de 10 jours d'affilée, à cause de l'air sec et de l'air froid. Et donc, ce qui est complètement anodin ici à La Réunion, parce que ça saignait pas beaucoup, hein, mais là-bas, ça devient hyper stressant en fait. Parce que je m'imaginais déjà avec le saignement massif, je mets la mèche, ça suffit pas. En fait, il n'y a que moi pour gérer. Il n'y a pas d'ORL. Le matos, il est limité. Du coup, je m'étais fait des petits plans A, plan B, plan C, si ça s'aggrave, je fais ci, je fais ça. Mais fondamentalement, j'étais contente quand ça s'est arrêté de saigner au bout de 10 jours. En fait, on est quand même vraiment... Alors moi, sur le raid, j'étais la seule à faire le raid pour la première fois. Tous les autres viennent régulièrement. Donc, il y en a qui avaient des problèmes de nez, qui s'étaient fait cautériser. Moi, j'étais la seule à qui s'est arrivé vraiment sur le raid. Par contre, sur la station franco-italienne Concordia, là, il y en a plusieurs pour qui c'était la première fois, qui saignaient vraiment souvent du nez aussi. Les problèmes mécaniques, c'est tous les jours, tout le temps. Il n'y a pas un jour où il ne se passe rien. Un coup, c'est la pression des chenilles qu'il faut regonfler. Un coup, c'est le taux de charge qui est trop élevé. Un coup, c'est... qu'est-ce qu'il y a eu? Il y a eu tellement de choses, remettre de l'huile, une fuite de gasoil, etc. etc. Moi, j'étais vraiment admirative des mécanos, parce que c'est des mécanos ultra débrouillards qui trouvent des solutions à tout. Le white-out, c'était le grand blanc. C'est quand on voit plus rien, c'est-à-dire que le sol se mélange au ciel et c'est du blanc absolument partout. Donc on essaie d'allumer les phares et de faire ce qu'on peut, mais il y a des jours où on ne peut plus du tout avancer tellement c'est blanc. Et si on fait une sortie de route, en fait c'est catastrophique parce qu'année après année la route elle est tassée, et puis si on fait une sortie de route, à côté la neige elle est molle et donc on bascule et puis la cuve de fuel bascule et puis là non seulement ça pète tous les mécanismes, mais surtout bon courage pour remettre droite une cuve de fuel. Donc le risque numéro 1, c'était vraiment de s'endormir et de faire des sorties de route. Donc les jours de white-out, moi j'ai jamais eu de tempête complète qui nous a immobilisés, mais parfois on peut être immobilisé pendant 3 jours en plein milieu de nulle part. Et puis avec vraiment cette image de la grande faucheuse qui est prête à faucher absolument tout ce qui s'éloigne de la caravane, quoi. Voilà. Donc un petit exemple des tempêtes, c'est une vidéo. Donc moi je suis dans ma chambre et je suis en train de sortir pour aller prendre le petit déjeuner. Il y a quelqu'un qui travaille là, que vous pouvez voir à côté du tracteur, qui est en train de faire de la mécanique. Donc ça c'était Federico, un des Italiens, il y avait 2 Italiens avec nous. Et ça c'est Nathan qui est en train de se préparer pour aller travailler aussi dehors, un autre des mécanos. Donc les tempêtes c'est quelque chose. Hein. Moi j'aimais beaucoup les tempêtes, mais alors les gars pas du tout. Étonnamment, moi j'étais bien au chaud à cuisiner à l'intérieur alors que eux ils travaillaient dehors. Alors ce qui était difficile c'était la fatigue, parce qu'en fait on conduisait 11 heures par jour.
tous les jours. Et en général, on avançait entre 8 et 12 km/h maximum. Donc c'était vraiment hyper fatigant, hyper routinier. Et en fait, c'était des heures et des heures à regarder la route et puis écouter des podcasts ou écouter de la musique ou du silence. Voilà, il y a le choix entre 3 choses: podcast, musique, silence, podcast, musique, silence. Et au début, j'écoutais beaucoup de podcasts pour profiter de ce temps libre. En fait, au bout d'un moment, ça m'endormait vraiment beaucoup parce que les nuits sont courtes. On finissait de rouler à 20h, enfin 19h30 plutôt, et le temps de faire la mécanique pendant plus d'1 heure, préparer à manger, se doucher tous. On est 10 à se doucher à la queue leu. En fait, on était souvent dans notre lit à 23h au mieux. Et le lendemain matin, moi je me réveillais à 6h30, j'étais la dernière à me réveiller. Les gars étaient tous réveillés avant. Et donc le manque de temps libre aussi m'a beaucoup manqué, parce qu'en fait quand on est enfin dans notre lit à 23h, qu'est-ce qu'on fait? Soit on se prend 15 minutes tranquille, soit on dort, et en fait les deux sont critiques quoi. Et encore plus le sommeil, le lendemain il faut être en forme pour tolérer les 11 heures de route. Voilà, un petit détail, c'est que j'ai perdu mon coupe-ongle pendant le raid, et en fait c'est parce que j'avais tellement pas de temps libre, même pour me couper les ongles, que j'ai emmené mon coupe-ongle dans le tracteur pour essayer de me couper les ongles en roulant. Et moi sur le coup je m'en suis pas rendu compte de ça, de ce symbole de à quel point on n'avait pas de temps libre, et puis c'est en arrivant je me suis dit mais c'est quand même vraiment un truc de fou quoi d'en être rendu là. Voilà, et après c'était un sport perpétuel, donc physiquement ça bougeait tellement dans le tracteur à cause des bosses qu'il fallait mettre la ceinture de sécurité juste pour ne pas voltiger. Et moi à un moment mon pied il a tellement volé, il est retombé sur l'extincteur, il a déclenché l'extincteur, donc il a fumé partout dans la cabine du tracteur. Et en fait c'est un détail, mais ça montre à quel point c'était physiquement hyper éprouvant aussi quoi. Voilà. Par contre, c'était énormément de temps avec moi-même, et ça j'ai quand même beaucoup aimé, de passer des heures et des heures à laisser les pensées gambader et à prendre un énorme recul avec la vie quotidienne ici qui est parfois un peu à 2000 à l'heure. Et puis je pense que ces heures et ces heures au volant du tracteur, c'est la meilleure expérience de l'infini de l'Antarctique. C'est-à-dire qu'il faut vraiment des jours et des jours pour se rendre compte à quel point c'est immense, quoi. Et que même les scientifiques qui sont sur leur base, finalement, j'ai trouvé que c'était vraiment une expérience de vie à part entière de se rendre compte de cet infini. Et puis la vie communautaire avec ses hauts et ses bas, donc à la fois des rencontres très chouettes et à la fois, des fois c'est pas si simple. Quand on est tous ensemble de gré ou de force et puis qu'il y a une forme de routine qui s'installe. Alors voilà, ça c'est une petite vidéo avec la cuve des pétroles et puis le vent en permanence. Alors le vent c'était quand même vraiment très très souvent, c'était très rare les jours sans vent, donc ça nous empêchait pas trop d'avancer. C'était du vent qui faisait voler la neige tout en bas. Mais on se demande d'où vient toute cette neige, parce que c'est en permanence que ça vole. Il y a plus de 4 km de glace sur l'Antarctique, et c'est tellement lourd que ça appuie sur la croûte terrestre qui s'enfonce, et si jamais un jour l'Antarctique fond, la croûte terrestre remontera. Ce qui est incroyable. Alors enfin, on arrive à Concordia, donc, qui est au milieu de nulle part, hein, il n'y a vraiment rien de rien autour. Donc en haut à gauche, c'est la médecin de Concordia qui est toute seule et qui est là en ce moment. Alors elle passe 1 an à Concordia, et en ce moment elle est dans la nuit continue, et en ce moment il fait moins 75 degrés. Et au plus bas, c'est descendu à moins 96 degrés. Donc je suis admirative. Hein. Franchement, moi, pour le coup, je ne me vois pas du tout faire ça. Et là, il n'y a plus que des étoiles, il n'y a plus de soleil du tout. En tout cas, nous, on arrive, et donc il y a ces 2 tours à droite. C'est vraiment les 2 tours de Concordia. Alors absolument toute la base de Concordia était sortie dehors pour nous accueillir, parce que même pour eux, c'est l'événement de l'année, hein, le raid qui arrive. Il n'y a personne qui est à l'intérieur. Et ouais. Et donc c'était un moment hyper fort. Et en plus, incroyable, cette année, il y avait Thomas Pesquet qui était arrivé 2 jours avant moi, ou la veille de mon arrivée. Thomas Pesquet était là pour m'accueillir à Concordia. Il est resté 3 jours pour des expériences pour l'Agence spatiale européenne. Alors à Concordia, c'est le paradis de la science avant tout. C'est vraiment la raison d'être de Concordia. Donc en haut à gauche, c'est mon IRM cérébral que j'ai fait en arrivant pour regarder si j'ai des micro-œdèmes dans le cerveau. En fait, c'était une des expériences qui sont menées par le médecin de l'Agence spatiale européenne qui fait plein d'expériences pour savoir comment on s'adapte à l'altitude, à l'isolement extrême, à la solitude extrême, et notamment parce que potentiellement ça pourrait servir, enfin toutes ces expériences serviront pour aller sur Mars. Parce qu'il y a plein de points communs entre l'isolement de Concordia et l'isolement d'une station qui pourrait aller d'une navette qui pourrait aller sur Mars. Ensuite, en bas à gauche et au milieu, en haut, c'est un immense forage. C'est le projet de recherche qui est le plus connu en Antarctique.
C'était un immense forage fait par les Français donc on est descendu à 3200 mètres de profondeur jusqu'à toucher le sol. Et donc ça a permis de remonter le climat sur 800 000 ans. Et donc c'est grâce à ce forage qu'on a pu voir les périodes de réchauffement historique et de refroidissement historique. Et actuellement, il y a un nouveau forage qui est en train d'être fait à 40 minutes de là. Et l'objectif, c'est de remonter le climat jusqu'à 1,5 million d'années. Et donc ça, il y a plusieurs pays dans le monde qui sont en train de faire des forages pour remonter aussi loin. Et nous, on est les plus avancés dans notre forage. Donc c'est un peu une course entre scientifiques pour savoir qui ira en premier. Et nous, c'est un projet français et aussi européen globalement, avec plusieurs pays d'Europe. Voilà. En bas, avec les yeux écarquillés, c'était du moins 55 degrés parce qu'on est descendu sous terre avec un sismologue qui nous a montré un sismomètre à 10 mètres sous la glace. Et ce sismomètre, il enregistre tous les séismes de la planète. Et même un séisme qui a lieu au Japon, en 10 minutes, il se propage en Antarctique. Donc il y a plein d'expériences comme ça, notamment pour voir aussi les micro-mouvements du glacier, des glaces, etc. En haut à droite, c'est un projet de recherche météorologique. Donc tous les jours, on envoyait des ballons comme ça, sur lesquels on pouvait dessiner ou envoyer des messages pour notre famille ou nos amis. Et dans ma main droite, j'ai un petit boîtier qui analyse la température de l'air, l'oxygène, l'azote, etc. Et en bas à droite, c'est un projet d'astronomie. Ça, c'est notre ethnologue, Elisa, qui est en train de regarder le soleil. Bon, ça, c'était une petite expérience comme ça, mais en fait, il y a des gros projets d'astronomie. Comme il y a la nuit continue, je ne sais pas si je suis dans les temps, si ça va. Comme il y a la nuit continue, ça permet de regarder les étoiles en permanence pendant plus de 6 mois d'affilée. Et donc, on peut fixer une étoile, une toute petite étoile qui est à l'horizon. On la fixe pendant des jours et des jours. Et puis, si d'un seul coup, on voit une toute petite baisse de luminosité, même de 5%, et ben, ça veut dire qu'il y a une planète qui est en train de passer devant cette petite étoile. Dans ce cas-là, les astrophysiciens analysent les rayons de lumière qui sortent. En gros, le rayon de lumière, il part de ce petit soleil hyper loin, de cette petite étoile, il traverse l'atmosphère de la petite planète et il nous rejoint. Et en fait, grâce à l'analyse du rayon solaire, eh ben, on voit qu'est-ce qu'il y a dans l'atmosphère. Et on recherche notamment s'il y a de l'azote, du CO2, de l'eau liquide, etc., qui seraient des signatures de vie extraterrestre extrêmement lointaines. Voilà, donc c'est vraiment, moi j'ai adoré écouter chaque scientifique parler de son projet. Il y a plein de projets différents. C'est incroyable. Et voilà le retour, donc avec à nouveau l'infini. Donc nous on est resté que 3 jours à Concordia, c'était super court, mais c'était vraiment une grande joie là-bas. Le retour avec à nouveau des heures et des heures au volant, et là j'ai trouvé beaucoup plus dur en termes de fatigue le retour. L'aller finalement ça allait, le retour c'était plus facile. Et les tracteurs luttaient moins aussi, parce qu'elle allait entre la montée et les chargements, en fait on sentait qu'on les poussait en permanence au maximum, et à la descente, en fait, la route était déjà partiellement tracée, c'est de la descente, les chargements sont plus légers, on descend quand même les déchets de Concordia qu'ils ont produits depuis 1 an, mais c'était plus facile. Et en haut à gauche, c'est des phénomènes assez incroyables de l'Antarctique. En fait, comme l'air est tellement sec que même la vapeur d'eau qui est dans l'atmosphère, dans notre air qu'on respire, même ça, il cristallise. Vous savez, des micro-cristaux de glace en permanence. Et en haut à droite, c'est moi qui ai fait une petite soirée crêpe un soir pour changer un peu l'ambiance, sauf que je me suis trompée, j'ai oublié que les tracteurs de l'Antarctique, ils ont des chenilles et pas des roues. Donc les gars se sont bien moqués de moi. Pourtant, je m'étais concentrée, mais... En bas à gauche, c'est Anthony, le chef du raid, qui est en train de bidouiller son tracteur. Donc ça montre un peu la taille du monstre du tracteur par rapport à l'homme. Hein. Et puis en bas à droite, c'est le whiteout. Donc là, c'était typiquement une des journées où on essaie de mettre les phares, mais en fait, on voit vraiment pas grand-chose. On essaie de mettre des lunettes rouges aussi pour essayer de distinguer un peu mieux le relief. Voilà, et donc 2 jours avant l'arrivée, on tombe sur une énorme panne. En fait, c'est un des mécanos qui repère ces petites traces noires sur la neige, la petite trace noire au sol. Et puis on s'arrête tous, et puis là il découvre qu'il y a une roue cassée sur une dameuse. Et en fait c'est une panne majeure, avec une roue complètement cassée, la dameuse qui n'arrive plus du tout à contrôler sa direction, et donc impossible de la réparer. Et là les gars ont réponse à tout. Donc il se trouve qu'on traînait un traîneau en rab, au cas où, pour pouvoir ramener un véhicule qui aurait été en panne. Donc on a creusé un trou dans la neige avec la dameuse, on a faufilé le traîneau, et puis là on est en train d'évacuer la dameuse, donc on l'a fait avancer un peu. Et comme elle n'arrive pas à gérer sa direction, il faut la tirer en latéral comme ça. Et donc je trouve que c'est un très bon exemple de à quel point il y a réponse à tout, quoi.
Après, ça fait quand même plus de 20 ans qu'il y a des raids qui se font et il y a aussi toute l'expérience accumulée parce que les premiers raids, c'était quand même beaucoup moins rodé que ça. Voilà. Il n'y a pas le son. Bon. Il n'y a peut-être pas de son. Et donc on arrive, il y avait un petit stress parce que à cause de la météo, on arrive enfin 2 jours avant Noël de retour sur la côte. Et là, qu'est-ce qu'on découvre? En fait, la même vue qu'avant, mais sans banquise. En fait, la banquise s'est complètement fracturée, donc il y a la mer, là où moi, j'entendais pas du tout le bruit de la mer. En fait, quand je suis arrivée, il y avait 30 km de banquise. Donc même le bateau, il n'arrivait pas à venir déposer ce qu'il fallait. On a dû faire des allers-retours en hélicoptère pour décharger le bateau. Et puis là, au retour, c'est de la mer avec quelques icebergs. Tout en bas, c'est la station où j'ai habité du coup pendant 3 mois. C'est une petite collection de containers un peu agglomérés les uns avec les autres. En termes de confort, c'est vraiment minimal. Hein. Et puis c'est tout petit. Dans la station, on était 21 et j'étais la seule femme. Sur le raid, on était 10. Et j'étais la seule femme aussi. Et à droite, c'est les manchots Adélie avec un petit œuf qui est en train de se fracturer. En fait, les manchots, ils pondent 2 œufs et puis là, on voit un petit bec qui est en train de sortir. Alors ça m'a émerveillée. Du coup, j'ai fait un siège à côté du manchot pour voir le bébé éclore, pour voir l'œuf éclore. Et en fait, ça prend plus de 48 heures éclore. J'ai fait un siège toute la journée pour rien, le cœur palpitant, et puis finalement, je ne l'ai pas vu naître. Bon, tant pis, mais je suis revenue, ça sera la petite vidéo de la fin. Je suis revenue quelques jours après, en fait, ça grossit hyper vite, les petits bébés manchots. Ils prennent 9 fois leur poids en un mois. Entre le poids de naissance et un mois plus tard, ils ont... Je vois que vous souhaitez vous présenter avec le mélange de... Alors c'est vrai que j'ai moins développé la médecine pendant le raid, donc il y a eu voilà, surtout les saignements de nez et puis un petit peu de gastroentérite, mais pas beaucoup, heureusement. Après, avant la préparation du raid, il y a eu un corps étranger dans l'œil que j'ai dû enlever. Alors évidemment, il n'y a pas d'ophtalmo. Nous, aux urgences, on essaie un peu de l'enlever nous-mêmes. Si on n'y arrive pas, on envoie à l'ophtalmo. Et là... Au début, j'y arrivais pas et il n'y a pas le choix, en fait, il faut y arriver. Du coup, je suis allée chercher un aimant, etc. Voilà, il y avait une douleur thoracique, heureusement, c'est passé assez rapidement. Mais au niveau de la médecine, ça s'est plutôt bien passé. 3 jours après que j'ai quitté la station, il y a eu une explosion avec 4 victimes. Et en fait, c'est la médecin du 2e raid qui a pris le relais, donc celle qui a géré. Finalement, c'était moins grave que prévu, mais en fait, ça en dit quand même long sur le fait qu'à tout moment, il peut se passer quelque chose de catastrophique. Voilà, un peu ce que je pouvais partager. Pas trop froid? Voilà. Alors vous avez peut-être les lèvres glacées, les enfants, j'imagine que vous avez 1000 questions à poser. Donc qui veut commencer? Réchauffons-nous. Ah voilà. Bonsoir. Tout ce qui est ravitaillement, c'est ravitaillé par hélicoptère. La nourriture, tout ça, le matériel, il faut... parce que je vois que c'était pas mal agencé. On m'a dit qu'il y avait pas mal de loisirs, quoi. Et donc ça a été réalisé, tout ça, par le matériel, par hélicoptère. Ça a été aménagé comment ça? Alors l'Antarctique, c'est trop loin de tout. Donc il y a des avions qui peuvent venir, mais les avions qui viennent d'Australie, nous par rapport à la France, là où elle est positionnée, c'est le plus proche, c'est l'Australie. En fait, les gros avions qui font Australie-Antarctique sont trop gros pour atterrir sur le territoire français. Donc on doit d'abord faire atterrir le gros avion sur la base italienne, qui s'appelle Mario Zucchelli, puis faire un tout petit avion interne à l'Antarctique pour faire Mario Zucchelli, la base française. Et ce petit avion, il prend maximum 15 personnes. Donc en fait, c'est hyper limité. Donc globalement, tout vient par bateau, y compris les gros tracteurs comme ça, ils sont venus par bateau, etc. Et après, la base de Concordia, c'est vrai que je n'ai pas expliqué trop, mais elle est à 3200 mètres d'altitude, mais elle est tellement loin de l'équateur que la pression atmosphérique est extrêmement faible, et ça correspond à peu près à du 3800 mètres d'altitude en réel. Et donc un gros avion peut se poser, mais ne peut pas redécoller. Impossible. Donc en fait, il n'y a pas de ravitaillement par les airs possible. Hein. L'hélico, c'est vraiment des toutes petites charges. L'hélicoptère, il transporte quoi, l'équivalent de 4-5 personnes, pas plus. Hein. Enfin,
Ouais, non, c'est vraiment des petites charges l'hélico, sinon c'est tout par bateau. Merci pour le partage de votre expérience très intéressante. Est-ce que vous savez où est-ce que se passera votre prochaine mission? Alors là, je suis vraiment contente d'être rentrée à La Réunion pour l'instant et ça me fait du bien de retrouver à la fois la vie normale et même l'hôpital avec la rigueur, la vraie médecine, d'exercer mon vrai métier en fait, plus que chauffeur de tracteur. Et sinon, là, il y a un projet peut-être qui chauffe, ce serait d'être médecin pour Koh Lanta aux Philippines. Voilà, à voir, peut-être l'année prochaine. Il m'avait proposé là pour mars, et puis en fait, ça faisait trop enchaîner, et moi je voulais vraiment retrouver l'île. Donc voilà, c'est parti remise. Bonsoir. Merci déjà pour le partage d'expérience, c'est très enrichissant et très intéressant. J'ai deux petites questions. Une première question qui concerne la croisière, parce que du coup, j'ai pas compris peut-être, ou bien peut-être vous l'avez pas dit, est-ce qu'il y a eu propagation au niveau du Covid? Déjà ça. Et la deuxième question, c'est l'Antarctique pour l'isolation sociale. Comment vous avez vécu la suite? Est-ce que vous avez dû faire un travail ou ça a été très bien par la suite? Alors, effectivement, c'était pas une question. Alors, la première, le Covid, eh ben oui, c'est propagé. Alors, pas énormément, mais quand même. Et du coup, je m'en voulais un peu. Et surtout que quand ça se propage parmi les membres d'équipage, ils sont à 2 par chambre. Donc là, ça devient vite catastrophique. On peut pas, il n'y a pas assez de cabines, de cabines, j'ai perdu l'habitude. Et du coup, on peut pas les isoler bien. Enfin, donc c'était compliqué. Mais heureusement, ça n'a pas fait de grosse épidémie. C'était plutôt des cas un peu ponctuels. Voilà. Et l'isolement de l'Antarctique, c'était pas si simple. En fait, ce qui est vraiment pas très compliqué au début, parce qu'on a plein de ressources, qu'on est plein d'énergie et tout content de découvrir, devient beaucoup plus compliqué mois après mois. Et d'autant plus que là, c'était 3 mois et demi, et c'était un peu dans la foulée de l'Islande. Normalement, je reviens à La Réunion entre chaque, je me ressource. Et là, en fait, l'Antarctique, c'est forcément l'été. Et donc, c'était là ou jamais, quoi. Et puis en plus, c'était une occasion quand même immanquable. Et donc, il y a eu un petit cumul, et j'ai trouvé pas simple d'être la seule femme, en fait, sur la base. Et puis, en Antarctique, il y a aussi 2 gros groupes sociologiques. Globalement, il y a les scientifiques et les logistiques. Les logistiques, c'est électriciens, mécanos, plombiers, etc. Et donc, ils se mélangent, enfin, on cohabite très bien, mais c'est quand même 2 manières de fonctionner souvent différentes, avec des références culturelles différentes, etc. Et moi, de fait, je suis quand même plus scientifique dans l'âme, mais j'étais vraiment sur une base logistique, avec des collègues logistiques, etc. Et donc, c'est vrai que j'étais plus à l'aise par exemple, à Concordia, où il y avait plein de scientifiques, et moi, j'étais passionnée de leur projet. Et j'avais plus de mal à me passionner pour la mécanique des tracteurs. Mais voilà. Et puis après, c'est vrai qu'aussi, je trouve que vraiment rien ne vaut les amis. Et puis j'ai trouvé vraiment difficile de ne pas pouvoir téléphoner facilement. Alors Internet, c'était hyper compliqué. En gros, on avait accès normalement au message WhatsApp et ça passait bien sur notre portable. Mais sinon, Internet, c'était que sur un ordi pour toute la base. Cet ordi-là, c'est côte à côte avec tout le monde. Donc si on fait Skype, en fait, moi j'ai essayé de faire Skype à 1h du matin pour pouvoir avoir un peu d'intimité. Sinon, c'est côte à côte. Le téléphone, c'était payant, 30 € de l'heure. Donc en fait, plus le temps passait et plus je téléphonais, parce que je me disais, après tout, c'est de la santé mentale, j'en ai besoin, mais c'est vrai que pour moi, c'était quand même important de pouvoir communiquer avec l'extérieur, et c'était hyper contraint quand même, quoi. Voilà, donc je savoure maintenant de pouvoir voir des femmes et de pouvoir parler pendant des heures. Oui, c'est important les repas, bonjour, c'est important les repas dans un lieu où il n'y a pas grand monde, quoi. Ouais. Alors, par rapport aux autres années, est-ce qu'ils ont bien mangé, les gens? Franchement, c'était incroyable. Ce qu'on mangeait, c'était vraiment... On avait un cuisinier qui était tout jeune, il devait avoir 28 ans, mais il est resté motivé jusqu'à la fin. On n'a pas eu 2 repas pareils. Et puis, pour un endroit aussi isolé, où c'est aussi compliqué de faire venir tout, et on a quand même eu des mangues, on a eu des fruits de la passion, on arrive à avoir des trucs frais. Et même des fois, je me disais, mais quasiment, on est tous roots, on pourrait tous manger des pâtes pendant 3 mois et c'était pas si grave. Bon, j'étais la seule à penser ça. Les mécanos, je trouvais ça hyper important de bien manger. Mais c'est vrai que j'étais agréablement surprise de la qualité des repas et des ingrédients, quoi. Après, pareil, le cuisinier est super débrouillard aussi, hein, il apprend à faire avec ce qu'il a. Et puis, il y a des années, il y a plein de choux, il faut faire du chou, il faut varier le chou. Et puis d'autres années, il y a plein de blé. Et voilà. Et puis, par contre, il y avait beaucoup de périmés. Alors nous, on triait les périmés de moins de 10 ans et les périmés de plus de 10 ans, quoi.
pour donner un ordre d'idée, mais on a retrouvé du roast beef qui datait de plus de 20 ans, enfin vraiment... on apprend à pas être trop regardant, alors même qu'il y a des enjeux d'hygiène quand même importants, hein, parce que la gastroentérite à bord là-bas... ouais. Oui, bonsoir. Oui, expérience extraordinaire, bien sûr. Vous avez donné une profusion d'informations que, par moments, j'ai dû décrocher, je pense, bien malgré moi. Je voudrais revenir une seconde sur le parcours pour l'Antarctique. Vous êtes parti de La Réunion? Ouais. Et combien de temps vous l'avez peut-être dit, mais j'ai pas... Alors, c'était vraiment un voyage compliqué. Donc, pour arriver, en fait, quand je suis arrivée, j'ai fait Réunion-Maurice, Maurice-Dubaï. Alors, pour l'anecdote, quand même, incroyable, c'est que la veille du départ, j'ai fait le Trail de Bourbon. Et en fait, l'Institut polaire français s'est trompé de date de billet d'avion. Il m'avait dit que c'était 2 jours après, et il m'envoyait pas mes billets d'avion. Et donc moi, la veille du départ, donc le lundi, en fait, où je venais de finir la veille le Trail de Bourbon, le lundi, j'appelle et je dis mais comment ça se fait que je toujours pas ces billets d'avion, quoi. Donc là, on me les envoie enfin, je les regarde, et là, je découvre qu'il est 11h40 et que je décolle à 13h45 le même jour. Donc je rappelle l'Institut polaire en catastrophe, je dis mais c'est pas possible, vous êtes trompés. Ils m'ont dit ah bon? Mais si vous voulez, on paye un taxi pour aller à l'aéroport. Je dis mais c'est pas ça le problème, c'est que mes bagages sont pas faits. Donc j'ai pris toutes mes affaires trempées qui sortaient de la machine à laver, j'ai tout mis en vrac. J'ai oublié la moitié des choses, donc j'ai oublié mes baskets, j'ai oublié ma clé USB, j'ai oublié... Et j'ai couru à l'avion comme ça, et donc je me ramène dans l'avion pour Maurice, j'étais en short et en débardeur, en tongs. Et puis en fait j'avais froid et j'avais juste un pull mouillé à me mettre sur les épaules. Et ça restera quand même dans les annales parce que j'étais dans une colère noire envers l'Institut polaire qui m'a fait partir comme ça. Bon, avec du recul, c'est drôle en fait. Hein, mais, donc voilà comment je suis partie de La Réunion. Je marchais avec des courbatures partout. D'une seconde à l'autre, je me suis mis à courir partout pour faire mes bagages en catastrophe et aller à l'aéroport. Et donc je vais à Maurice. Ensuite Maurice-Dubaï. Dubaï-Melbourne. Melbourne, je prends l'avion, sauf que j'écoute plus rien des annonces parce que je suis complètement à l'ouest et qu'il y a tellement d'avions. On atterrit, et là j'ai cru qu'on était arrivé en Tasmanie, où c'était prévu d'arriver, et je reconnais tout. Je vais dans l'aéroport, je reconnais tout, et bien là je me dis mais il y a un problème. Je regarde sur le GPS, on est retourné à Melbourne. Donc je vais voir à la sortie de l'avion à la dame, je dis mais il y a un problème. Elle dit oui, il y a un problème. L'avion il a eu un problème mécanique, on a dû faire demi-tour. Donc premier avion qui te fait demi-tour. Ensuite, dans la foulée, il y a quand même un deuxième Melbourne-Tasmanie. Donc Tasmanie, c'est la grosse île au sud de l'Australie, qui est plus proche de l'Antarctique. Et là, on attend. On a attendu 11 jours de pouvoir prendre cet avion pour aller vers l'Antarctique. Donc tous les jours, c'est demain. Donc enfin, on prend cet avion chaussé sur des skis qui atterrit sur la banquise de la station italienne. On reste 24 heures, on reprend un petit avion canadien qui va jusqu'à la station française, sauf que ce petit avion décolle, et puis au bout de 2h30 d'avion, les conditions météo se sont dégradées, c'est catastrophique, impossible d'atterrir. Donc on fait à nouveau demi-tour. Donc, et enfin, le lendemain, on a repris l'avion, sur le lendemain, j'ai tout mélangé, et puis là, enfin, on a réussi. Donc moi, j'ai pris 8 avions pour arriver. Donc c'était vraiment compliqué, et en fait normalement on ne va pas en Antarctique en avion, on y va par bateau, parce que l'avion c'est 300 000 avions, juste l'avion Hobart, station italienne, c'était 300 000 €. Et en fait nous on est arrivé très tôt dans la saison pour pouvoir faire le raid, donc je fais partie des rares qui sont arrivés en avion. Et au retour, à l'inverse, je suis partie en bateau, alors c'était pas plus simple. Hein. Le bateau c'est l'Astrolabe, c'est 6 jours de mer, et en fait on s'est pris des tempêtes mais considérables. Tellement considérable qu'il y a eu 3 blessés à cause de tempêtes. Il y en a un qui s'est fait 3 points de suture parce que bon, il a fait son yoga dans la cabine pendant la tempête et il s'est retrouvé projeté contre un mur. Il y en a un autre qui s'est fait écraser les doigts, un des marins pourtant de l'Astrolabe qui s'est écrasé les 3 doigts dans une porte sécurisée, donc fracture des doigts. Et puis la dernière, trauma d'épaule. Voilà, 6 jours de mer pour arriver en Tasmanie et puis à nouveau Melbourne, Dubaï, Maurice, Réunion. Avec un patient qui a convulsé dans l'avion entre Dubaï et Maurice. J'ai repris le travail avec quelques jours. Ce que nous a dit Thomas Pesquet, qui est vrai, c'est que c'est bien plus compliqué d'aller en Antarctique et d'en revenir que d'aller sur la Station Spatiale Internationale. Parce que eux, s'il y a une urgence médicale, en 24 heures, ils sont à l'hôpital. Nous, c'est pas 24 heures. Clairement pas. Merci.
question sur les relations entre vous, parce que tout de même, il y a bien des gens qui sont un peu nerveux, ou bien, je ne sais pas, font une crise dépressive, ou comment vous arrivez à gérer les conflits qu'il peut y avoir, parce que c'est pas l'harmonie tous les jours, j'imagine. Ouais, c'est un énorme enjeu. C'est vraiment un gros enjeu, c'est pas toujours facile. Il y a eu un exemple, en fait, il y a eu un gars qui... alors, il y a des soucis de harcèlement sexuel là-bas, et donc il y a eu un gars qui s'est fait virer d'Antarctique au bout d'une semaine parce que conduite de harcèlement sexuel envers 2 femmes jeunes ornithologues qui ont dénoncé. Et donc il a atterri en Antarctique, il venait tous les ans depuis des années, et puis il s'est fait virer au bout d'une semaine. Et en fait, cette situation était un bon reflet en fait, des difficultés, hein, parce que du coup les ornithos après sur place ont été... alors c'est difficile à dire, mais il y a quand même... on leur a reproché de ne pas avoir d'humour. Enfin, il y a des avis partagés, quoi. Il y a celles qui disent qu'elles n'ont pas d'humour, qu'elles sont trop fragiles, et puis c'est l'inverse qui disent oui, mais ce gars-là, il est comme ça depuis des années, il faut le prendre comme il est. Donc oui, non, il y a des soucis, c'est pas si simple. Il y en a qui viennent pour 1 an, et puis en fait, au bout de quelques jours, qui hésitent à repartir, à annuler leur hivernage. Donc c'est pas simple, ouais. Donc, et puis en plus, tout ce qu'on fait d'habitude, parce que moi, je peux parler pour moi, tout ce que je fais d'habitude pour aller mieux, je suis obligée de jongler avec ce que je peux faire. Donc par exemple, moi j'aime bien aller me faire masser, c'est pas possible. J'aime bien aller faire un petit café à la boulangerie, c'est pas possible. Les copines, pareil. Le sport, en fait, au bout d'un moment, j'ai quand même été faire des footings avec mes grosses bottes, juste pour essayer de prendre l'air et d'être un peu dehors. Etc. Et puis la gestion de la... En fait, on se sent un peu enfermé au bout d'un moment. Moi, je ne me rendais pas trop compte sur place, mais c'est en revenant ici où je me suis dit, mais c'est incroyable de pouvoir être libre, en fait. Et là-bas, juste pour aller sur la banquise, faut prévenir à la radio, il faut toujours y aller avec quelqu'un, il faut dire avec qui on y va, il faut dire où on va, combien de temps. Toutes les heures, on refait un point. Tout le monde sait tout le temps avec qui on est. Et en fait, c'est pesant. Donc il faut puiser dans ses propres réserves. Moi j'écrivais aussi, j'aime bien écrire, même juste pour moi, voilà. Je trouvais que c'était des souvenirs pour moi-même pour plus tard, et puis en même temps ça m'aidait aussi à faire redescendre les choses. Et puis il y a des moments où on a besoin d'être tout seul, faut jouer, voilà, il y a quand même une vie communautaire un peu forcée, notamment au moment des repas. Et puis il y a des moments, quand je suis retournée en Australie, en fait j'ai fait 5 jours 100% toute seule, et ça m'a fait beaucoup de bien, avant de revenir ici et de retrouver ma vie normale, mais... Voilà quelques exemples. Ouais. Ah oui, j'arrive. Oui, justement, à ce propos, est-ce qu'il y a des chercheurs en sciences humaines sur place qui étudient ces phénomènes justement de confinement et toutes les stratégies qu'on peut mettre en place pour pas trop en souffrir, justement? Est-ce qu'il y a... on pense dans les sciences humaines, c'est assez large, sociologue, psychologue, linguiste, enfin... Ouais. Est-ce qu'il y a ça? Oui, il y avait deux anthropologues qui étudiaient, par exemple, qu'est-ce qu'on emmenait pour aller en Antarctique. C'était drôle, elles analysaient les valises et savoir est-ce qu'on emmenait plutôt... c'était rigolo. Après, il y a des psychologues qui font des études aussi, de la gestion d'isolement. Il y a beaucoup d'études sur ce qu'on... Enfin, en ce moment, il y a une étude en cours sur ce qu'ils mangent. Est-ce que c'est plutôt sucré, plutôt gras, plutôt protéiné? Globalement, ceux qui restent 1 an, soit ils grossissent, soit ils perdent du poids, mais c'est rare de rester vraiment stable. En fait, il y a plein d'études, mais il y en aurait encore tellement plus à mener que ça reste une goutte d'eau parmi tout ce qui peut être fait, quoi. Et après, c'est dur aussi d'être objectif. Par exemple, les anthropologues, elles ont voulu étudier les interactions sociales. Donc, par exemple, tous les mardis, il fallait noter avec qui on avait parlé dans la journée, combien de temps. Et puis, je ne sais plus s'il ne fallait pas dire qu'est-ce qu'on avait dit, mais en fait, c'est pas du tout spontané, donc en fait, c'est difficile d'être objectif là-dessus, quoi. Et sur le raid, le deuxième raid, moi j'ai fait le premier de la saison, il y en a un deuxième dans la foulée, il y avait une anthropologue qui a étudié toute la descente du raid, mais elle-même, c'est une femme qui elle-même participe à l'ambiance, et puis la médecin aussi, c'était une femme. Donc déjà, elles étaient 2 femmes, ce qui n'est plus du tout le même vécu que moi, je pense, en étant la seule femme parmi ces 9 gars. Donc voilà, on essaye de faire au mieux, mais il y a vraiment beaucoup, c'est incroyable tout ce qu'il y a potentiellement à étudier, ouais. En médecine comme dans bien d'autres domaines. Oui, Nojab, merci, c'était extrêmement passionnant. J'ai beaucoup voyagé avec cette conférence. Je reviens sur 2 petits trucs. Sur les repas, du coup, si je comprends bien, au raid, il y a un repas le soir et c'est tout. Il n'y a pas de repas de midi.
Si, c'est Si. vrai que j'ai pas détaillé, le midi c'est un repas en catastrophe le plus vite possible. Et alors, moi-même en tant que... Alors, pour le coup j'avais le pire poste à midi, parce que je descends du tracteur, je pars en courant, mais physiquement pour aller chauffer le plus vite possible. Les gars ont un tout petit peu de temps de se poser, le temps que moi je fais ma tâche chauffer, que je mette la table. Ils arrivent, moi je fais le service, etc. Et puis en fait, à peine on a fini, on repart, mais direct quoi. On fait même pas les vaisselles. En fait, à midi, pour dire aussi à quel point on n'a pas le temps, on mange dans des assiettes en carton. Parce qu'on n'a même pas le temps de faire la vaisselle et que le soir, en fait, on vient de mettre l'eau du fondoir, donc ça n'a pas fondu encore. Donc ça en dit long. Et puis en fait, on fait dans la matinée, on fait une petite pause pipi à 10h et à 16h. Et là, c'est des pauses pareil, c'est chronométré, c'est 3 minutes pas plus, donc on n'a même pas le temps d'aller aux toilettes. Tellement c'est court, donc c'est au pied de notre tracteur. Donc il y a des jours où ça va, parce qu'il fait beau. Il y a d'autres jours où c'est une tempête terrible. Et finalement, le pire, c'est les mains, quoi. Donc il faut apprendre à faire pipi avec des gants, avec des moufles. Et puis surtout à bien viser le sens du vent, parce que je me suis fait avoir. Au début, on apprend, voilà, comme tout le reste. Ouais, mais non, c'est une course contre la montre perpétuelle. Ouais. Donc, et juste le deuxième point, c'est beaucoup plus simple. Donc, si j'ai bien compris, pareil, l'astrolabe n'était pas encore arrivé à Hobart pour pouvoir rallier l'Antarctique. Et donc, le seul moyen pour arriver à cette eau, c'est l'avion. Ouais, exactement. Ouais. Et en fait, la première rotation de l'astrolabe est arrivée quand moi, ça faisait 15 jours que j'étais sur place. Et en fait, la première rotation, alors ça dépend des années, parce que la banquise, c'est complètement fluctuant. Il y a des années, elle part tôt, elle part tard. Et puis là, la première rotation, l'astrolabe est restée bloquée à... Alors, je sais plus, c'est 30 km. Je crois qu'au début, il y avait 30 km de banquise quand j'y étais, puis après, ça s'est fragmenté, c'était à 15 km. Mais 15, c'est encore beaucoup trop long pour décharger tout par hélico. Donc cette année, ils ont un peu innové, ils ont essayé d'aller décharger l'astrolabe par tracteur, mais c'est hyper dangereux parce qu'en fait, à tout moment, si c'est trop fragile, le tracteur tombe dans la mer, enfin, c'est un cata. Donc on fait des forages de la glace pour essayer d'évaluer la qualité de la glace, la profondeur. Et puis dans tous les cas, 15 km de loin, c'est long, hein, même pour ramener par tracteur, pour tout décharger, vider. Donc ça c'est la première rotation de l'astrolabe et toute la saison d'été il y a 5 rotations. Donc les autres, ça s'appelle R0, R2, R1, R2, R3, R4. Et donc R1, R2, R3, R4 c'était beaucoup plus simple parce que l'astrolabe pouvait arriver vraiment au port entre guillemets et puis avec des vrais moyens de déchargement quoi. Ouais. Mais c'est le paradis de la débrouille. Hein. Alors pour conclure, moi je n'aurai qu'un seul mot. Claire, tu es merveilleuse, vraiment. Merci. Parce que là tu nous as permis de passer une soirée assez exceptionnelle. Toutes ces terres extrêmes, j'allais dire, nous les connaissons comme ça par livres, et puis reportages, etc. Mais du vécu comme tu viens de nous le présenter, ça c'est vraiment extraordinaire. Ah, merci vraiment, hein, on peut l'applaudir. Avec grand plaisir.